Je vais donc vous présenter, comme cela avait été annoncé, le rapport d'orientation, le projet associatif 2018-2022, projet qui vous a été transmis avec la convocation et que vous avez eu, je pense, tout le loisir de lire. Je ne vais revenir que sur quelques-unes des idées qui me semblent les pistes et les idées principales, les idées fondatrices de notre action. Le projet qu'on vous propose cette année n'est que la poursuite de ce qui a été engagé l'année dernière, notamment avec la transformation de l'organisation en pôle enfants, IME et CESAD, pôle travail, la Balassière-Le Breuil, et pôle hébergement et vie sociale, foyer d'hébergement, unité d'hébergement, SAVS et section à temps partiel. Les axes sur lesquels nous avions fondé cette action étaient d'adapter les modalités des accompagnements proposés aux personnes et à leurs familles, de s'adapter le mieux possible aux politiques publiques en matière de handicap et de favoriser l'ouverture vers le milieu ordinaire. Pour cela, nous défendons un certain nombre de valeurs et je veux quand même les rappeler. Au niveau des familles, pour nous, une des valeurs fondamentales, c'est le respect de la dignité, de la citoyenneté de la personne handicapée mentale, le respect dû à cette personne et à sa famille, la qualité de vie de la personne, la participation de la personne handicapée mentale, la solidarité et l'esprit d'entraide vis-à-vis de la personne handicapée mentale, de sa famille, la pérennité de l'accueil et de l'accompagnement, la bientraitance, la neutralité politique et religieuse, la laïcité et la tolérance. Alors ce sont des mots, mais ce sont des mots auxquels nous tenons fortement parce qu'ils illustrent bien notre volonté que la personne handicapée mentale, malgré qu'elle soit handicapée mentale, est d'abord une personne à part entière, et elle est en même temps un citoyen qui vit au sein d'une société à laquelle il appartient, ce qui me permettra de dire que je ne partage pas complètement l'utilisation qui me semble abusive aujourd'hui du terme de société inclusive. On emploie beaucoup le mot d'inclusion, mais nos enfants n'ont pas à être inclus. Ils sont déjà un membre à part entière d'une société, et pour demander qu'ils soient inclus, il aurait fallu qu'ils soient d'abord exclus. Et notre but à nous, c'est d'éviter toute forme d'exclusion. Alors ces valeurs, elles sont aussi pour les personnes handicapées la solidarité, l'entraide, le respect mutuel, l'écoute, le militantisme, l'engagement bénévole et bénévole, je ne sais pas finalement si c'est bien de dire bénévole. L'engagement bénévole et désintéressé, bien sûr, la laïcité, la neutralité politique, religieuse, la transparence. Et pour les professionnels, la volonté de maintenir des relations respectueuses, constructives, de reconnaître chacun à son niveau de responsabilité, d'être transparent, autrement dit d'avoir un véritable respect mutuel entre tous les partenaires. Les personnes que nous accompagnons, l'an dernier, on vous a proposé une modification dans le cadre de nos statuts et cette année, nous le ratifions à travers le projet que je propose pour les 5 années à venir. Alors nous accueillons bien sûr des personnes handicapées mentales, des personnes handicapées psychiques stabilisées mais avec une déficience intellectuelle, des personnes porteuses de troubles du syndrome autistique, ce qu'on appelle TSA, mais elles aussi déficientes intellectuelles, et des personnes porteuses de troubles du neurodéveloppement, c'est la nouvelle terminologie, entraînant une déficience intellectuelle. Alors pourquoi insister à chaque fois sur la déficience intellectuelle, qui, vous le noterez, n'est pas quand même quantifiée, elle n'est pas chiffrée. Elle peut être légère, moyenne, profonde, sévère, là n'est pas la question. Mais il nous paraît encore très difficile de faire vivre dans un établissement un ensemble de personnes extrêmement hétérogènes, avec en particulier des personnes qui auraient
une déficience intellectuelle profonde et d'autres qui pourraient avoir une intelligence atypique, comme on parle aujourd'hui, et développer une intelligence supérieure. Pourquoi ces gens ne pourraient pas facilement cohabiter au sein d'un même établissement? Parce que, de par la nature même de leur handicap, les réponses à apporter à leurs problèmes sont extrêmement différentes et nous n'aurions pas forcément les moyens d'avoir une palette de réponses aussi large que serait la palette des besoins. Alors les objectifs dans le cadre de ce projet, c'est bien sûr de poursuivre l'amélioration de la définition des projets personnalisés, on vous l'a dit tout à l'heure à l'intérieur du rapport d'activité, veiller à la participation des personnes accompagnées de leurs familles ou responsables légaux, ce qui était illustré par exemple par la participation des personnes elles-mêmes à la mise en œuvre des activités de vidéo. Garantir la primauté de l'accompagnement médico-social et éducatif sur les moyens de sa mise en œuvre. C'est quelque chose à quoi nous tenons énormément, parce que les établissements sont là pour accompagner des personnes, et ce ne sont pas, en particulier dans le secteur adulte, des ouvriers recrutés pour effectuer une tâche professionnelle, mais bien des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Et M. Duprat soulignait tout à l'heure l'importance du volume des heures d'accompagnement médico-social proposées. C'est le fondamental de l'ESAT et nous tenons à ce qu'il le reste. Il faut évidemment éviter, autant que faire se peut, les ruptures dans les parcours de vie. C'est aussi une volonté des pouvoirs publics qui veulent que chaque personne reçoive une réponse adaptée, la fameuse réponse adaptée pour tous, mais qui n'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre. Promouvoir la bientraitance, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, et lutter contre la maltraitance et la malveillance, agir pour l'amélioration des ressources et favoriser l'accès à la citoyenneté. Alors ça, c'est une partie, la citoyenneté, qui est aujourd'hui très discutée par un certain nombre de parents et d'organismes qui demandent que les personnes handicapées conservent en particulier le droit de vote dans un certain nombre d'élections. Et les juges des tutelles aujourd'hui sont restrictifs sur la possibilité pour les personnes handicapées bénéficiant d'une protection juridique de bénéficier du droit, de voir reconnu le droit à être un citoyen à part entière et donc de s'exprimer lors des élections. Alors c'est quelque chose qui est en demande aujourd'hui, on commence à en parler et nous participerons, nous nous impliquerons avec ceux qui agiront dans le sens du plus grand respect de la citoyenneté. Sensibiliser l'environnement social, je vous dirai en deux mots tout à l'heure comment on peut le faire concrètement. Porter une attention aux besoins des familles, et là on peut plaider coupable parce que, absorbés par des tâches de gestion, nous ne sommes pas toujours suffisamment à l'écoute des difficultés et des besoins des familles. Il faut que nous nous améliorions dans ce domaine. Diversifier pour les personnes handicapées les modes d'accueil, accueil temporaire, accueil d'urgence, accueil séquencé, ceci toujours dans le même esprit, trouver le moyen de proposer un certain répit aux familles qui ont la charge quotidienne, annuelle et permanente de leurs enfants et qui ont parfois quand même le droit et le besoin de respirer un peu, ne serait-ce que pour se reconstituer. Alors il nous appartient d'apporter une aide, un soutien moral, administratif, veiller à l'amélioration continue de la qualité, diffuser de l'information dans tous les domaines administratifs, juridiques, réglementaires, et permettre la formation des bénévoles et des volontaires pour les aider dans la participation à la vie associative. Autrement dit, accueillir, écouter, informer, aider, former. Voilà des objectifs qui nous semblent importants. Pour répondre au mieux aux besoins et optimiser le fonctionnement des établissements, il faut donc que nous nous engagions à restaurer l'action auprès des familles, à recueillir leurs demandes, leurs souhaits, mieux les entendre. Il faut aussi que ces familles s'impliquent dans les conseils de la vie sociale. Je trouve qu'il est fort regrettable, lorsqu'on fait appel à candidature,
que nous soyons amenés à faire des constats de carence. C'est-à-dire, il y a 2 sièges dans un CVS pour des parents, ben on n'a pas de candidat. Alors, c'est pourtant le lieu où on peut s'informer, apporter des éclairages, porter des demandes, exprimer des revendications. Si la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique, si vous n'êtes pas dans les CVS, vous n'êtes pas dans les lieux institutionnels où vous pouvez vous faire entendre. Donc, je ne le dis pas forcément pour les gens qui sont là, mais aussi pour les gens qui ne sont pas là. Quand on fait appel à candidature, n'hésitez pas, c'est votre place, c'est la place aux côtés de vos enfants, pour garantir justement le respect de l'accompagnement auquel ils ont droit. Il faut prendre en compte les demandes exprimées par les personnes, il faut que tout le monde s'implique davantage dans les projets d'action personnalisés, dans les projets individualisés. Et il nous appartient bien sûr de poursuivre auprès des autorités administratives et politiques les démarches propres à assurer à ces personnes le respect de l'intégralité de leurs droits dans le respect des valeurs que nous avons énoncées avant. Enfin, faire travailler ensemble et en confiance l'association, les professionnels, les familles, dans une logique de complémentarité. Ce qui nous amène à des projets un peu plus concrets. Les précédents étaient en termes généraux. Maintenant, concrètement, des places de foyer de vie au sein du foyer d'hébergement répondront aux besoins des personnes actuellement maintenues, faute de places réellement adaptées à leurs besoins. C'est quelque chose qui va se dérouler au cours de l'année 2018. Je ne sais pas si tout à l'heure on vous a dit, il s'agit de 10 places du foyer d'hébergement qui seront transformées en places de foyer de vie ou foyer occupationnel pour permettre à des personnes qui n'ont plus l'envie ou la capacité d'aller en établissement d'aide par le travail, d'être quand même accueillis sans être coupés de leur milieu d'origine, de leurs relations, de leur environnement social habituel. L'Institut médico-éducatif, et je souhaite bon courage, mais je ne doute pas de sa détermination à Madame Baron. Il faut rénover, adapter ses locaux et son fonctionnement aux enfants, notamment dans l'accueil en internat, mais pas uniquement, parce qu'il y a aussi à l'IME de jeunes adultes qui présentent des troubles de diverses natures auxquels on n'était pas forcément habitué depuis l'origine, et il faut mettre en place des stratégies adaptées aux besoins de ces enfants. Cela passe également par la création d'un CESAD Pro, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est en voie de réalisation. Nous avons engagé des discussions avec l'association pour les adultes et jeunes handicapés. L'APHJH et ce CESAD Pro sera commun. L'APHJH détenant, je crois, 24 places et puis nous 8. Ou 16 et 8, oui. 16 places pour la page et 8 places pour nous. À Libourne, hein. Et on verra, il nous appartient maintenant de dire quelles seront les relations que nous mettrons en œuvre entre les deux associations. Les établissements d'aide par le travail, et tout à l'heure M. Duprat l'a signalé aussi, devront adapter leurs projets pour répondre aux obligations réglementaires, notamment en développant les actions d'accompagnement vers le milieu ordinaire du travail. En matière d'hébergement, il nous faut être imaginatifs, il faut créer de nouvelles solutions, créer des places d'accueil d'urgence, d'accueil temporaire, créer des appartements, parce que tous ne relèvent pas forcément d'un accueil en foyer d'hébergement ou unité d'hébergement. Engager aussi des démarches pour devenir intermédiateur locatif, pour faciliter l'accès à la location des personnes handicapées. Je vais illustrer quand même cette volonté qui est la mienne profondément, hein, de faciliter l'accès aux locatifs. Hier ou avant-hier, été interpellé par un parent qui vient de se voir refuser une location pour un appartement personnel au motif qu'il a un enfant handicapé. Et le bailleur, dans sa naïveté, l'a écrit. Autrement dit, nous allons le poursuivre parce qu'il n'est pas possible, il n'est pas acceptable qu'au XXIe siècle, un bailleur se permette encore de dire à une famille « je ne vous louerai pas cet appartement parce que vous avez un enfant handicapé ».
Bon, la loi a évolué, la discrimination, ça existe, et comptez sur nous pour accompagner la personne dans une procédure. Nous n'accepterons pas ce genre de comportement. Donc, on va s'engager aussi dans une action d'intermédiation locative, développer des partenariats avec des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On a commencé à nous rapprocher de personnes gérant des EHPAD, parce que si le besoin d'appartement existe, les EHPAD peuvent être aussi, dans la mesure où leur accompagnement sera modifié et adapté, peuvent être aussi une réponse adaptée aux besoins de certaines personnes handicapées mentales vieillissantes. Enfin, le service d'accompagnement à la vie sociale, qui est notoirement insuffisant, parce que les 20 places dont on dispose ne permettent pas d'accompagner simplement les personnes de Libourne qui justifieraient d'un accompagnement. Alors, que dire de ceux qui habitent l'environnement proche, Saint-Denis-de-Pile, Saint-Srin-sur-Lise, le Coutras, les Églisottes? Là, ils sont complètement abandonnés. Donc, nous reviendrons à la charge, même si dans le CEPOM, cela n'est pas explicitement porté. Notre volonté, c'est quand même que les gens reçoivent une réponse adaptée à leurs besoins, telle que la loi l'a prévu. Alors bien sûr, ces quelques projets s'ajoutent à ceux qui vous ont été décrits tout à l'heure par les directeurs dans leurs différents rapports d'activité, ainsi que ceux qui étaient contenus dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Je vais être bref et je vais essayer de conclure. Ce projet, pour moi, il est modeste, mais il reste fidèle aux valeurs défendues par la PEI, avec pour ambition d'améliorer les réponses proposées aux personnes accompagnées, notamment les plus vulnérables, d'améliorer le soutien offert aux familles, de mieux s'adapter aux évolutions réglementaires et législatives, de défendre notre spécificité en gardant une taille raisonnable et l'état d'esprit bienveillant observé dans les établissements et services, de poursuivre notre engagement militant au sein du mouvement UNAPI, tout en développant des partenariats avec les différents intervenants dans le territoire du Grand Libournais ou autres, et en vous remerciant pour votre attention. J'ai envie de conclure comme le docteur de l'IRTS le reprenait de M. Obama, « Yes, we can ». Ensemble, nous pouvons le faire. Merci.